Alors là, on va encore dans le détail, dans la scénarisation. Alors la scénarisation, je vous propose aujourd'hui de ne pas travailler sur la scénarisation. On va le faire demain, ça c'est pas important. Mais je voudrais que vous remplissiez, ça, vous commencez déjà à réfléchir à ce tableau. Je veux vous expliquer ce tableau d'une manière importante. Il est pour moi très, très important ce tableau. Alors ce tableau, vous allez choisir le modèle de MOOC que vous allez adopter. Vous vous rappelez, ce matin, j'ai parlé des 3 modèles. Push, pull ou build. D'accord? Donc, vous allez écrire mon MOOC, c'est un MOOC build, ou c'est un MOOC push, ou c'est un MOOC pull. D'accord? Et après, vous allez colorier les cases dont vous avez besoin pour avoir le pourcentage. Comme ce matin. Par exemple, si c'était un MOOC en push, je vais colorier toute cette colonne-là de contenu. Je vais mettre très peu d'activités. D'accord? Un peu d'interaction, mais beaucoup d'évaluation, d'accord? Donc là, pour gagner un peu de temps, on ne fait pas ces questions parce qu'on peut les faire intégrer demain dans la scénarisation, mais déjà, vous vous fixez l'idée sur le modèle de MOOC que vous allez produire. Comme ça, demain, vous êtes prêts pour l'élaboration des différentes activités. Vous avez compris ce que je voulais dire? D'accord? Donc, en discutant en groupe, vous décidez quel modèle de MOOC vous allez adopter. OK? Donc, mais j'ai besoin des pages précédentes. Donc, à part les questions Redoum de cette page-là, vous n'allez pas remplir. Tout ce que j'ai présenté avant devrait être prêt pour pouvoir enregistrer votre teaser. Donc, à vos claviers, vous allez accéder à la plateforme, vous allez trouver ce fichier, vous le téléchargez et vous commencez à le remplir, s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais voir si vous avez bien digéré les informations. Je vais vous poser des questions. Et une sorte de petit jeu qu'on va faire, d'accord? On va détecter quels sont les mots-clés que vous avez retenus depuis hier, d'accord? Et on va faire le tour. Je vais commencer à droite, d'accord? On va faire le tour et chaque personne me donne un mot-clé qu'elle a retenu. Et après, la personne d'après ne devrait pas dire le même mot. Donc, jusqu'à ce qu'on fait le tour de toute la salle, on reprend toute la boucle. D'accord? Alors, vous me donnez les mots. Massif. Matrice. Matrice. Vous voulez dire matrice soit? Soit, oui. Oui. Script. Build. Modèle. Build. 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 D'accord. Ou script. Qu'est-ce que c'est la question? Open. C'est bon. LMS. Équipe pédagogique. Pardon? Équipe pédagogique. Équipe. Équipe pédagogique. Est-ce que c'est ingénieur pédagogique? Un autre Un autre mot. Mais justement, c'est pour ça. Parce qu'ingénieur pédagogique, c'est Ouais, équipe pédagogique. justement. C'est pas équipe pédagogique. Scénarisation. Scénarisation, merci. Push, modèle push. Un mot-clé. Un mot-clé. Build. Déjà. On l'a, c'est bon. C'est mot X mot. C'est mot que ça y est. X mot.
acteurs. Animation du coup. Animateur, animation. Abondance. Retiens-toi. Tu vas en avoir besoin. Évaluation. Évaluation. Et charge. Public cible. Community manager. Community manager. Tu vois, on en a besoin sinon. Grave précieux. Spook. Spook. Large public. Public. Large public. On va dire public cible. Public cible. Portail. Portail. EDX. Public cible. Ça y est. Prérequis. Prérequis. Le QCM. 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 Forum. 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 Activité. Oui. Activité. On devrait faire ça des fichiers. Ok, là, ce dernier jeu, je vais le copier. Un modèle pool. Pool. Les acteurs. Voilà. Teaser, on l'a fait. Très bien. Donc c'est notre nuage de tag, c'est notre nuage de bouclés qui ont résumé notre journée d'hier. Voilà. Donc très bien. Donc on va enchaîner avec les activités d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va aller au cœur de la scénarisation. Donc je vous rappelle que hier on avait découvert un peu l'aspect MOOC, les caractéristiques d'un projet de MOOC, la manière avec laquelle un MOOC devrait être caractérisé, quels sont ses acteurs, quels sont les types et les modèles de MOOC existants, d'accord? On avait commencé à travailler sur la première partie de la préparation d'un projet de THR. On a déjà commencé, Khaledine, tu es rentré, je te résume ce qu'on a fait. On a commencé à préparer la bande-annonce, le teaser. Donc, on avait parlé des informations qui doivent figurer dans un teaser. Et les collègues ont commencé déjà à préparer le script du teaser, c'est-à-dire le texte qui doit être dit dans un teaser, voilà. Et aujourd'hui, on devrait l'enregistrer à travers vos téléphones ou en utilisant la caméra qui est là, qui pourrait nous aider à enregistrer votre teaser. Je vous invite à être un peu plus innovant. Vous pouvez ne pas enregistrer votre teaser uniquement dans cette salle. Je suppose qu'on pourrait circuler un peu dans le couloir ou dans le hall pour enregistrer le teaser, d'accord? C'est une activité à faire aujourd'hui, peut-être l'après-midi. On va laisser ça pour l'après-midi. On va laisser toutes les activités pour l'après-midi. On va aller sur les parties théoriques, les présentations la matinée. Comme ça, on vous laisse le temps de finaliser tous les projets, c'est mieux. Donc aujourd'hui, en fait, c'est enregistrer votre teaser. Ça, c'est un truc. Alors, deuxième chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est en fait de travailler sur la scénarisation. Donc, on va après vous rendre accessible la deuxième partie du cahier de charge qui va dans le détail de chaque séquence. Donc, avant d'aller sur les détails de chaque séquence, on va faire une petite présentation sur la conception pédagogique d'un projet de MOOC, c'est-à-dire quels sont les éléments à prendre en considération quand on conçoit un MOOC. Donc, on va faire ça. On a encore une petite présentation qu'on va éventuellement faire aujourd'hui ou au plus tard demain, qui parlera du projet de MOOC dans sa totalité. C'est-à-dire, là on a tous les éléments, quelles sont les phases par lesquelles on passe. D'accord? On va la faire ou bien on va la rendre accessible sur la plateforme, mais on en parlera de ça. On va vous donner aujourd'hui, Inch'Allah, un accès à la plateforme, à EDX.
Et vous allez, à part le fait de remplir le cahier de charge dans sa totalité, qui est très intensive en information, je ne veux pas vous faire peur, mais la deuxième partie, elle est vraiment très lourde à remplir. Vous devez également préparer la page d'accueil de votre MOOC. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous donner accès, et ceci, c'est un travail à commencer à démarrer aujourd'hui et à terminer toute la matinée demain, de manière à ce qu'on commence à présenter les projets demain, juste après la fin de matinée, à la fin de la matinée. Vous voyez? Donc tout ça c'est dérendu, le teaser, la page d'accueil, le cahier de charge, tout ça rentre demain pour votre projet. On va vous donner également un document, qui est, par exemple si vous travaillez un projet avec FAN, on vous demande ce document. C'est un document qui explique clairement le scénario d'une séquence, d'une semaine. Tout à l'heure, je vais projeter ce document. Je vais vous expliquer de la manière. C'est un document d'une page, d'accord? Donc, je vais vous expliquer comment vous le remplissez. Je vais vous donner un exemple de mon MOOC pour que vous soyez inspirés. Et vous allez le faire pour votre propre MOOC. Vous voyez? Donc, normalement, le MOOC, quand il est conçu en tant que projet, la visibilité est un ingrédient très très important. C'est-à-dire que vous allez être visible, pas uniquement à l'échelle locale au niveau de votre université, mais ça peut être même à l'échelle nationale et internationale. Donc, il s'agit en fait de pouvoir concevoir un MOOC de qualité qui va respecter deux aspects. D'abord, une distribution du contenu en utilisant l'élément multimédia et principalement la vidéo, d'accord? Donc l'élément multimédia va jouer un rôle très très important. La qualité de vos vidéos, c'est un élément essentiel dans votre MOOC. Et la qualité sur le plan technique, mais également sur le plan contenu. C'est-à-dire, il faut que les vidéos, l'information qui passe dans ces vidéos doit être concise, précise, que les vidéos ne soient pas très longues, que l'enseignant parle d'une manière très très claire. Donc tout ça, on le reprendra dans la conception des vidéos. Mais sachez que il faut mettre de vidéos de qualité. Et il ne s'agit pas également de mettre trop de vidéos. D'accord? Donc dans la conception de votre séquence, vous n'allez pas dire, voilà, dans ma semaine, je vais mettre 5-6 vidéos, de petites ressources, et après, c'est des activités d'évaluation. C'est pas comme ça que l'apprentissage va se dérouler. D'accord? Donc, il faut un très bon dosage entre éléments multimédia, éléments textuels, activités d'apprentissage, activités d'évaluation. D'accord? Donc, c'est qu'il me pousse à dire qu'il faudrait une très très bonne segmentation de contenu en différentes unités. D'accord? Donc, vous allez segmenter le contenu, vous allez dire, ça c'est une séquence, cette séquence est composée de différentes unités, et dans ces unités, voilà ce que je vais mettre. En plus, on devrait avoir également, j'en avais parlé hier, des activités d'apprentissage. Donc, il faut faire la différence entre des activités d'apprentissage et des activités d'évaluation. Alors, les activités d'apprentissage sont là pour faciliter la compréhension des ressources que vous allez mettre, d'accord, et du contenu que vous allez mettre. Donc, ils vont faciliter la compréhension, la mémorisation des concepts clés que vous voulez vraiment faire passer à travers votre contenu. Par contre, les activités d'évaluation sont là justement pour voir si l'apprenant avance convenablement dans le processus d'apprentissage. D'accord? Donc, généralement, dans les MOOC, c'est des activités d'auto-évaluation ou des activités d'évaluation formative. D'accord? Généralement, le plus souvent, on utilise des quiz sous forme de questions à choix multiples ou à choix unique. Et il y a également d'autres types d'évaluation. Il y a même des MOOC qui se basent sur des jeux sérieux où l'apprenant fait certains jeux pour faire valider ses connaissances par rapport à un sujet donné. Mais également, il y a des activités d'évaluation, je ne sais pas si j'en parle ici. Alors, il y a également ce qu'on appelle l'activité d'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, c'est-à-dire que les autres apprenants vont évaluer d'autres apprenants avec eux sur la plateforme. Alors, ça, c'est une activité très utilisée dans le MOOC, parce que dans les MOOC, le problème, c'est la massivité, c'est le nombre très très important des apprenants, et il n'est pas possible de corriger tous les travaux qui sont donc déposés ou faits par les apprenants. D'accord?
Donc la solution qu'on peut prendre, on va dire, voilà, on va demander aux apprenants de corriger certains travaux avec nous, d'accord? Bon, c'est une très grande tendance maintenant, les activités d'évaluation par les pairs. Personnellement, moi je publie des travaux de recherche par rapport à ça. Sauf qu'il faut faire très attention quand on opte pour cette option d'évaluation. Pourquoi? Parce que quand on donne la main à l'apprenant pour qu'il évalue les travaux de ses pairs, il faut qu'on s'assure que l'apprenant va le faire convenablement. D'accord? Donc, si vous regardez les travaux sur les activités d'évaluation par les pairs, vous allez voir qu'il y a tout un processus, tout un algorithme à suivre quand on met en place une telle activité d'évaluation. Première chose, il faudrait bien préparer la grille d'évaluation. D'accord? Il faudrait également passer par ce qu'on appelle une phase de négociation et de validation de la grille. C'est-à-dire, vous préparez votre grille d'évaluation, vous la postez sur le forum ou sur la plateforme où vous voulez, d'accord? Et vous demandez l'avis des apprenants. Et vous voyez si les critères sont clairs et sont bien maîtrisés par les apprenants. D'accord? Ensuite, vous lancez cette activité. Comment vous la lancez? D'abord, ils passent par la phase de réalisation de l'activité, donc ils font le travail, ils déposent le travail. Ensuite, il y a une affectation de certains travaux pour qu'ils soient corrigés par les pairs en respectant cette grille. Bien sûr, vous ne pouvez pas bombarder les apprenants par un nombre très important d'évaluations. Généralement, ils corrigent 2 ou 3 travaux et là, vous allez bien sûr superviser ce processus. Il y a des travaux de recherche également qui disent qu'il faudrait, quand on met en place une activité d'évaluation par les pairs, il vaut mieux opter pour une activité d'évaluation par les pairs collaborative. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les pairs qui évaluent, mais également l'enseignant intervient dans l'évaluation. C'est-à-dire la note, elle est donnée par exemple, 2 de mes pairs, plus la note de l'enseignant. Comme ça, je vais garantir que les notes ne partent pas dans tous les sens. Vous voyez? Donc, on peut également opter pour ça. Autre chose que je voudrais également partager avec vous, dans le MOOC, il faudrait également réfléchir à un très bon dosage des activités d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser à mettre par semaine, par exemple, 2 activités d'évaluation par les pairs. Ils vont se retrouver avec 8 activités, par exemple, si vous avez 4 semaines, ils vont se retrouver avec 8 activités d'évaluation par les pairs, plus des activités d'auto-évaluation, plus des activités d'apprentissage, plus des vidéos. Et là, vous allez avoir des commentaires sur le forum qui n'arrivent plus à suivre le rythme de votre MOOC. C'était le cas, par exemple, pour notre MOOC. On était toutes contentes d'utiliser les activités d'évaluation par les pairs. On disait que c'est bien, parce que nous, on avait opté pour le travail sur un projet de conception. Donc, on a dit, s'il est évalué par les pairs, donc ils auront un feedback de leur pairs sur leur conception. Or, après, on a trouvé des commentaires sur le forum nous disant qu'ils n'arrivaient plus à suivre le cours parce qu'ils sont bombardés par, non seulement ils doivent faire le travail, mais en plus évaluer d'autres travaux. D'accord? Donc, un très bon dosage de l'activité d'évaluation par les pairs, de nombre d'activités d'évaluation par les pairs est nécessaire dans un MOOC. D'accord? En plus, ce que je recommande, c'est que de ne pas utiliser déjà dès la première semaine l'activité d'évaluation par les pairs. En général, on la met à partir de la 2e ou la 3e, le temps que les apprenants gagnent en maturité dans le MOOC, c'est-à-dire ils ont maîtrisé un peu le concept de MOOC et arrivent à un peu maîtriser une bonne partie pour pouvoir se lancer dans l'évaluation par activité. Donc voilà, par rapport à l'activité d'évaluation par les pairs. Donc c'est bien de l'utiliser. Oui. Par rapport à la gestion du temps de tout ça, la gestion du temps, est-ce que... Elle doit être comptabilisée. Ça reste dans les 2 heures? Dans les 2-3 heures, bien sûr. C'est pour ça qu'on a eu des commentaires. Parce que ça fait partie du temps à calculer. D'ailleurs, aujourd'hui, pour votre séquence, il faudrait calculer tout le temps nécessaire par rapport aux différentes activités. Vous voyez? Elle est comprise dans le temps annoncé. Dans le temps annoncé, sachant que l'activité d'évaluation par les pairs, elle est considérée d'un côté comme une activité d'apprentissage, mais également comme une activité d'évaluation, parce qu'en corrigeant les travaux des autres, ils apprennent. Il y a un temps pour ça. Et il y a un temps pour ça. Par exemple, une activité d'évaluation par les pairs,
Je ne fais pas la... Il faut l'estimer à peu près pour au moins 30 minutes. Au moins. Ouais, justement. Et pour les entraînements, ils seront courants, comme quoi ils seront évalués par des Oui, d'autres bien entraînements. sûr. La plateforme, elle tient. Donc, votre scénario. Oui. Donc, vous mettez la semaine commence par le dimanche. Vous mettez les ressources le dimanche, qui sont accessibles. Et non, on va mettre 3 jours pour accéder aux ressources vidéo et remettre un devoir. Donc, dimanche, lundi, mardi. Mardi, vous remettez le devoir. Mardi minuit, ou bien mercredi, vous avez le corrigé et vous ne pouvez plus remettre de devoir. Et la plateforme va vous affecter 2 devoirs à corriger. Vous devez remettre une correction pour le vendredi. Vendredi d'après. Non, 48 heures. 48 heures. Dans la semaine. Dans la semaine. Ça fait des activités de la semaine. C'est tous les participants qui Oui. vont affecter Uniquement Ceux qui uniquement ont ceux qui déposé. ont rendu. Ce qui n'a pas déposé ne se verra pas affecté de devoir. Parce que c'est possible qu'il est en abandon. À ce moment-là, on se retrouve avec des activités Exactement. non évaluées. Uniquement ceux qui ont déposé reçoivent un document à évaluer. Exactement. On avait dit que le temps alloué pour les activités ne devait pas dépasser 3 heures à 6 heures par semaine. À Donc 4, est-ce qu'il faut qu'on comptabilise le tout? Tout. Yes. Ça doit être dans les 3 heures. Tout. Oui. Parce que C'est ce que. si je vais dans un MOOC, la première des choses que je vais voir, c'est les objectifs, ensuite le temps. Si un MOOC me demande 6 heures par semaine, tout de suite je dis j'ai pas 6 heures. J'ai pas 6 heures. Je n'y vais pas. J'ai 2 heures. Donc je m'engage pour 2 heures et je trouve 4 heures d'activité. Ça ne va pas pour moi, je vais abandonner. Tout ça, vous allez le calculer. Il faut le calculer pour pouvoir estimer la charge que vous allez dire dans votre C'est-à-dire situation. c'est une estimation. Voilà. C'est une estimation, mais qui doit être Bien très proche réalisé. et majorée un peu. Parce que Réalisé. même si vous estimez, vous dites à peu près c'est 2 heures, mettez 2h30. Dites, quand vous Annoncez annoncez 2h30. D'accord? Parce que Plus- pour vous, 2 heures, c'est peut-être pour les apprenants Il faut- 2h30. il faut également- Un il des faut- avantages d'être un peu plus long, le fait d'être long. Comment? Dans le temps, c'est la longueur du temps. Si vous mettez 5 heures, moi, en tant que Personne personne, ne va participer. je ne vais jamais participer à un MOOC qui me Pour la nécessite. semaine, 5 heures, c'est trop. C'est Oui. beaucoup, bien sûr que c'est beaucoup. Bah Vous pouvez consacrer 5 heures par semaine pendant 4 semaines. 5 heures par semaine, c'est une En demi-journée. plus de voir, sachez que ce ne sont pas des étudiants en plein temps. Il faut sortir de cette logique. J'ai mon cours, je le reproduis en forme de MOOC. Ce sont des personnes qui viennent au MOOC en dehors de leur charge habituelle. Idéalement, c'est toujours de ne plus. pas dépasser les 3 heures. Au plus 3 heures. Et dans les charges pédagogiques classiques, un module, il dure entre 3h et 4h30. Max. Max. La semaine. Dans la En semaine. général, on a 2 séances d'1h30, max. On a 2 séances de Une heure et 1h30 demie. par semaine à peu près. Voilà. 3 Donc heures. ça fait 3 Donc, il faut essayer, au grand max, ne pas dépasser les 3 heures. Vous avez des ressources à lire. Après, vous allez le calculer en minutes. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il faudrait que vous arriviez à bien calculer par rapport à une semaine, qu'est-ce que ça nécessite et voir. Parce que ceci, il va bien préciser les activités à mettre. Donc, si vous dites 2h30, vous allez vraiment choisir, je vais mettre une activité d'apprentissage, une activité d'évaluation. Par exemple, pour les activités d'évaluation, pour les QCM, les études disent qu'en général, on calcule pour une question en choix multiple 1 minute. Donc vous avez un QCM de 20 questions, c'est 20 minutes. Vous voulez être un peu plus sévère, vous allez mettre 30 secondes. Mais en général, c'est 20 minutes. 1 minute, c'est un QCM. Donc, ça, déjà, par semaine, vous allez dire, je vais mettre un quiz de 20 questions, c'est 20 minutes pour l'évaluation. Point. Vous voyez, c'est comme ça. 10 minutes pour la vidéo. Ça, c'est 30 minutes qui sont déjà parties. Et ils vont avoir 30 minutes pour la lecture des ressources. Ça, c'est encore 1 heure. Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous calculez. Et c'est comme ça que vous allez choisir sûrement les ressources que vous allez mettre. Vous Il voyez? faut aussi faire une distinction entre l'évaluation par les pairs qu'on met dans un enseignement classique et l'évaluation par les pairs qu'on met dans un MOOC. On n'est pas dans la même logique. Oui. Vous avez chez vous Objet, Bouzidil Hadi qui a fait sa thèse sur l'évaluation par les pairs. Il est expert en évaluation par les pairs. Eddie. Ah, Eddie, on a fait ensemble la première expérience de Il a fait sa thèse, il l'a faite sur l'évaluation par les pairs. Quand on fait une évaluation par les pairs dans un enseignement classique, on a des étudiants à plein temps. Dans un MOOC, on a des apprenants qui viennent en dehors de leur charge habituelle. Dans leur temps libre. Dans leur temps libre. Ils prennent ça sur leur temps libre, ça ne fait pas partir de leur tâche, ils
ne vont pas chercher des notes, ils viennent par curiosité pour apprendre en plus de ce qu'ils font dans leur vie courante. Soit c'est des étudiants à plein temps qui viennent dans un MOOC, soit des gens qui travaillent et qui viennent dans un MOOC. Pour les QCR, est-ce qu'on ne peut pas automatiser la Si. correction? Pourquoi on va Parce dans que les, ça existe déjà. pourquoi on va dans les évaluations par l'État? C'est pour permettre d'apprendre. C'est pour aller dans des évaluations qui ne peuvent pas être automatisées. La rédaction d'un paragraphe, Voilà. par exemple une démonstration mathématique, Mais les QCR, c'est peut évaluer sur le résultat final, mais quelqu'un peut avoir toute une logique de démonstration correcte, sauf dans le résultat final, il s'est trompé dans une virgule, bien dans une parenthèse, etc. Donc tout le processus est juste, sauf le résultat final. Automatiquement, il aura un zéro alors qu'il a bien travaillé. Donc il y a des activités qui ne se prêtent pas à l'automatisation. Quoique maintenant, il y a de plus en plus des logiciels qui deviennent sophistiqués. Par exemple, les évaluations mathématiques. Vous mettez x au carré et x3 sur x, Les deux sont comme. d'un point de vue texte, bien vous mettez tangente x, quelqu'un qui reprend sinus x sur cosinus x, d'un point de vue logique, c'est correct. Mais si on l'évalue avant, les évaluations automatiques, on évalue sous la forme de texte. Et donc sous la forme de texte, c'est des expressions différentes, alors que c'est le même résultat. Maintenant, les algorithmes d'automatisation deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc on met dans la correction type donnée par l'enseignant des paramètres, on donne des valeurs à x ou différentes variables des paramètres, et on calcule pour ces paramètres-là. Ensuite, celles données par les étudiants avec les mêmes paramètres, je me compare. Donc si ça donne le même résultat, même si c'est exprimé différemment, d'un point de vue texte, c'est évolué comme juste, deviennent de plus en plus riches. Pour les, par exemple, en informatique, on donne un algorithme, on développe une fonction, donc on va calculer cette fonction-là avec certains paramètres donnés par la plateforme et on va recalculer par l'algorithme donné par l'étudiant. Si on arrive au même résultat, on est 99% de chances que ce soit que la fonction développe, parce qu'une fonction donnée, il y a 1000 façons d'écrire des algorithmes d'un point de vue informatique pour résoudre la même chose. Donc, les plateformes deviennent de plus en plus sophistiquées, mais il reste toujours des activités qui ne se prêtent pas à l'automatisation. Et ce n'est que pour celles-là qu'on va aller vers l'évaluation par les pairs. Donc la plateforme nous donne cette possibilité-là. Moi, mes étudiants, qui sont des étudiants à plein temps, n'est pas l'évaluation que je vais donner par un MOOC. Sachez qu'en moyenne, si je reprends mon cours, ce que j'ai l'habitude d'enseigner en 2 semaines, pour des étudiants à plein temps, je le mettrai dans un MOOC en 6 semaines, multiplié au moins par 3. Pour doser, c'est approximatif, toujours nuancé qu'après la clôture de la phase. Donc, ce scénario, on ne peut pas mettre 2 évaluations par semaine, c'est assez. Vous aurez très peu de temps pour la première, très peu de temps pour la deuxième, il y aura 4 phases si vous faites 2 évaluations. Au plus une. Au plus une par semaine. Pardon, j'ai vu dans la table précédente, parmi les activités, création de portfolio. Est-ce qu'on demande à l'enfant de créer des... Oui, ça peut être un portfolio. Les activités qu'il a fait valider dans un autre cours. Donc il ramène son portfolio et il peut encore la démontrer avec des activités dans le monde actuel. D'accord? Il y a des mots qui se basent sur la notion de portfolio. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire. Donc voilà, donc un MOOC devrait se baser sur un scénario pédagogique et donc c'est finalement un produit pédagogique relativement complexe. Alors, ce schéma est important sur lequel je voudrais insister. Vous allez avoir tous les détails de ces diapos et d'autres vidéos sur la réforme. Mais ce schéma, il est important. Donc parce qu'il vous montre un peu les phases d'un projet de MOOC par lesquelles on passe. En général, bon, ici c'est écrit entre 4 et 6 mois. Mais honnêtement, c'est plus que 6 mois. Si on veut faire un très bon projet, bien sûr, si on a une équipe pédagogique bien ficelée, c'est-à-dire bien choisie, avec les tâches très très bien réparties, bien sûr et bien sûr soutenue par une équipe technique qui va nous aider pour la production multimédia, les 6 mois peuvent être respectés sans aucun problème. D'accord ? Si on part avec une petite équipe pédagogique et on essaie de gérer les ressources ad hoc, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on a un besoin, on va chercher qui va nous aider à l'enregistrement, qui va nous aider à l'animation multimédia, etc.
là, ça risque de durer plus que 6 mois. Donc on commence par définir le projet global, chose qu'on a fait hier, le cadre général, le diagnostic du patrimoine, qu'est-ce que j'ai comme ressources. Je pars d'un cours existant où je vais tout produire from scratch, dès le départ. Est-ce qu'il y a un besoin ou non pour ce projet de MOOC, etc. Donc ça, c'est la base des définitions du projet. Je passe ensuite à une phase de scénarisation de découpage en séquences, chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire, ça y est, mon projet est clair, je sais mon public cible, je sais qu'il y a une demande, je sais quels sont les objectifs que je souhaite atteindre, j'ai bien choisi mon équipe pédagogique, je sais à peu près la charge horaire de mon MOOC, etc. Maintenant, je vais répartir tout ce contenu en termes de séquences, ce qu'on appelle des séquences. Les séquences peuvent être, en général, quand on parle d'une séquence, c'est une semaine, d'accord? Et cette séquence va contenir différentes unités ou différentes énergies, je les appelle des leçons. Par exemple, dans notre MOOC, on les a appelées des leçons. Leçon 1, leçon 2, leçon 3, etc. D'accord? Donc vous allez concevoir les séquences, découper le contenu en activité, en interaction, en évaluation. On va suivre la création du contenu et on va créer donc différents supports. Juste pour vous dire que cette phase, il ne faudrait pas la minimiser ou la négliger. Je vais vous parler d'un retour d'expérience. Le cours qu'on a transformé en MOOC, c'est un cours précédemment en cours en ligne. C'est un cours sur lequel, c'est pas un cours papier qu'on enseigne, à part que c'est un cours papier, c'est un cours qu'on a déjà, les mêmes personnes, les 4 personnes, on l'a déjà en cours en ligne, produit, scénarisé, etc. Donc quand on a soumis notre projet, on va le transformer encore, mais on était toutes contentes. On parle d'un cours déjà existant. Ça va pas nécessiter un effort de transformation. On part déjà d'un cours en ligne, on va le rendre massif. Je vous assure, le travail qu'on a fourni en termes de scénarisation, inimaginable. On a passé, pour vous résumer à peu près, on a passé été, on travaille sur la scénarisation. Un été où on n'a pas pris de vacances et on a travaillé sur la scénarisation, partant de ressources existantes. La transformation n'est pas un document tel qu'il est. Donc, le chapitre, on le transforme en vidéo. Je dis à l'activité qu'on va prendre de ce chapitre-là, qui va être une activité d'apprentissage. Comment tout ce chapitre, je le transforme en une activité d'évaluation. Est-ce que je fais une évaluation par les pairs relais? Est-ce que j'ai du support à mettre en plus? D'accord? Et ça, le faire pour tous les chapitres, il y avait 6 chapitres. Donc, ça n'a pas été très évident, bien qu'on était 4. Pour vous dire que c'est un travail très important. Vous voyez, le corps de votre mot. Les gens vont être principalement attirés par votre scénario. Et une chose sur laquelle je voudrais insister, ce qu'on appelle une couleur du MOOC. Et là, je la décris de cette manière. C'est une couleur. Quand j'entre sur un MOOC, les éminents ont un scénario et qui à peu près se répète dans chaque semaine. On a un esprit de la même manière. Il ne faudrait pas que l'apprenant soit dérangé d'une semaine à une autre. On change la manière il sait par exemple qu'il va d'abord commencer par une vidéo, ensuite il va trouver un petit support, après une activité d'apprentissage, une activité d'évaluation. Ou il sait qu'il y a une seule vidéo à la fin, par exemple. Je ne sais pas comment vous allez recevoir l'habitude, mais l'esprit du MOOC doit être visible tout au long du MOOC. Donc, il se déconnecte pendant 5, 6 jours, 10 jours. Quand il reprend, il ne va pas être perturbé. Il sait il sait ce qu'il attend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un effort de scénarisation à faire dans votre structure. Après, vous allez créer vos contenus, les ressources, toutes les ressources, vous allez les produire, les activités, les forums, vous allez rédiger les consignes des forums, vous allez créer les pages d'encadrement, on a des pages à créer, les pages d'accueil, les pages d'encadrement pour dire pour cette activité, il faut faire telle et telle chose. Créer les quiz, les évaluations, les grilles d'évaluation, surtout pour l'évaluation par les pairs, et puis l'animation. L'animation, c'est une tâche, honnêtement, et les parents retour d'expérience pour la première session,
contre, on l'a négligé, on l'a ignoré. On a dit c'est rien du tout. Dites mais l'animation c'est rien. Je vous dis pas le pic de stress qu'on a vécu pour l'animation. On a l'habitude, toutes les quatre on est très impliqués dans le e-learning, on a l'habitude de tutorer les formations en ligne. Mais quand tu rentres le soir et tu trouves 100 messages sur le forum auxquels tu dois répondre le soir même, et ils partent dans tous les sens, le vidéo il dit qu'on n'a pas compris tel concept, comment faire tel diagramme, etc. C'est pas, tu ne gères pas 5 étudiants ou 6 messages, tu vas gérer 100 messages. Et je n'exagère pas quand je dis 100 messages. Même si on se répartit les tâches, c'est toujours, il faut préparer sa réponse. Quand vous mettez la réponse, il faut être sûr de ce que vous allez mettre. Donc là, il faudrait peut-être avoir également du soutien, il faut avoir des community managers, il faut avoir des personnes qui maîtrisent également avec vous le contenu, qui vont vous aider à intervenir d'une manière continue sur le forum. D'accord ? Ça peut être vos doctorants en classe terminale qui maîtrisent un contenu, ça peut être d'autres collègues qui ne sont pas auteurs du contenu, mais là c'est une tâche très très importante pour la vie d'un MOOC. Sinon votre MOOC va être morné. C'est-à-dire parce que vous avez tout préparé, mais après les gens vont abandonner très rapidement. Ils vont vous dire allô, il n'y a personne ici qui est là, on n'a pas de réponse par rapport à nos questions, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est une étape très très importante qu'on abordera à l'atelier prochain. Là, c'est à vous voulez ajouter. Du modèle général, de point de vue pédagogique, les enseignants n'avons pas été formés à la scénarisation. On reçoit un cours, on idéalise un enseignant, on essaie de s'identifier à cet enseignant qu'on a idéalisé, qu'on a rencontré d'une autre vie d'étudiant, on essaie de reproduire ce qu'il fait. Mais en fait, quand on fait un cours, on commence par le cours, ensuite on va se dire qu'est-ce qu'on va faire comme TD sur ce cours-là, on fait le TD, ensuite on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire comme examen pour tester ce cours-là. L'ingénierie pédagogique dit l'inverse. Il faut d'abord penser où est-ce qu'on va aller. On définit les objectifs. Et ensuite, comment vérifier que ces objectifs sont atteints. C'est en quelque sorte l'examen final, sur les critères, sur quoi je me base pour dire que mon étudiant, mon apprenant a atteint les objectifs assignés par cette formation. Donc une fois qu'on a fixé ça, on dit qu'est-ce qu'il doit faire comme activité pour acquérir ces compétences-là. Donc on fait le TD en quelque sorte, des activités d'apprentissage avant les ressources. Qu'est-ce qu'il doit faire comme activité pour acquérir ces compétences-là. Et ensuite, quand on a défini les activités, de quoi on se met dans la peau de l'étudiant, de quoi a-t-il besoin pour réaliser ces activités? Il a besoin de ce support, on va les lui donner. Mais l'étudiant va le découvrir dans le sens inverse. On a conçu les examens, les activités et les ressources, il va les retrouver dans le sens inverse. Il va retrouver les activités, etc. Donc quand on va faire le scénario, c'est la partie la plus importante dans la conception et c'est la partie la plus difficile, c'est qu'elle imaginez que quelqu'un, vous voulez construire un bâtiment, une université, on commence par construire, ensuite on se rend compte que ça ne répond pas à nos besoins, on va casser, on va reconstruire, on va casser. Mais si on a un plan, un architecte, donc le scénario c'est l'architecte qui va nous donner un plan précis, les séquences de réalisation l'une après l'autre. Ensuite, ce n'est que de l'exécution. Donc, si on a bien planifié, c'est cette partie-là sur laquelle il faut focaliser. Si on a tout bien planifié, ensuite, ce ne sera que juste exécution de ce qu'on a fait. Donc je reprends, je fais un cours sur ces données-là. Donc il y aura ce premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif. Premier objectif, pour qu'il soit atteint, l'étudiant fait cette activité-là. Deuxième, il fait cette activité-là. Ensuite, on prend l'acte, on a fait une planification, on doit cette partie en séquence. Puis chaque séquence doit être scénarisée. On dit on va mettre un teaser. Mais un teaser c'est quoi? Pendant 30 secondes, je vais mettre un enseignant en arrière-plan. Pendant 30 secondes, je vais écrire ceci, cela. Ensuite, je reviens à l'enseignant. Ensuite, même ce teaser de 2 minutes, il faut qu'il soit scénarisé. Une fois qu'il est scénarisé, on sait quel est le résultat final. On ne se plus qu'à filmer. Mais si on filme, on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on fait.
On doit refilmer encore, ensuite on va faire le découpage, on va faire un montage vidéo, on va faire travailler les ingénieurs, etc. On aura un résultat qui doit sembler. Mais si d'abord on a une idée quel est le résultat final, donc je l'imagine dans ma tête quel est ce teaser final, à quoi il va ressembler. Donc je vais l'écrire noir sur blanc, quelles sont les différentes phases. Et ensuite, il reste plus qu'à exécuter, filmer ce qui a été fait. Donc c'est valable aussi pour un scénario d'apprentissage. Vous allez ici l'appliquer à votre scénario, c'est l'activité qui va suivre. Vous avez votre book sur 4 semaines, 6 semaines. Vous dites dans la première semaine, je vais faire cette thématique-là, la deuxième, cette thématique-là, la troisième, quatrième, sans aller dans le détail. Ensuite, on prend une à une, on va les détailler. Il y aura ceci, 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 cela. Ensuite, chaque activité, on va aller ce qu'on appelle le grain numérique, au grain pédagogique. Ce grain, c'est la plus petite quantité qu'on ne peut pas encore découper. Mais si c'est bien planifié, la production des ressources, on ne va pas créer des diaporamas. Ensuite, on va se rendre compte qu'il faut ajouter, il faut supprimer, il faut ajouter. Il faut d'abord scénariser, ensuite produire. Planifier, ensuite exécuter. Justement, c'est assez compliqué ça, parce que, enfin, moi personnellement, ça me paraît c'est assez complexe, laborieux. Parce que déjà, on s'imagine, donc c'est en fonction de nous, Oui. on s'imagine. Mais dans la réalité, quand on fait un cours, puisque en fait on travaille dans les cours, dans les amphis. Voilà. On se dit, on va faire tel cours de cette manière, cette manière, cette manière. Quand on arrive, on a en face une assistance qui est en face, il arrive très souvent qu'en fonction de la réaction, on change. Donc le scénario du cours, ça c'est le présentiel. Il peut changer en fonction de la réaction. Dans ce cas-là, C'est dans l'animation, il y a déjà une phase de test. Voilà. Avant d'aller vers le bout. Final. Donc on voit des bêta-testeurs. Ah, d'accord. On va tester avec des gens qui vont tester, qui vont donner le retour. On corrige et ensuite on va. Dans les phases d'exécution, il y a cette phase-là. Et ensuite, c'est durant l'animation qu'on va se rendre compte qu'il y a des imprévus. Il y aura toujours des imprévus dans les Oui, c'est sûr. Moi j'ajouterais par rapport à ça, nous sommes passés par une phase de bêta-testeurs. Donc chacune de nous a recruté 2 de ses doctorantes en classe sur le point de déposer leur thèse, qui ont testé le MOOC. Donc on a eu 8 personnes, on leur a affecté les différentes semaines, ils ont testé tout le contenu, ils ont joué le rôle d'apprenant, ils nous ont fourni un rapport où on a corrigé avant de lancer le MOOC. Ça, on l'a fait. Mais malgré ça, il y a eu quand même des problèmes. Donc, par exemple, je vais évoquer une petite histoire. Notre projet de MOOC, quand il a été retenu avec, il y avait uniquement 2 projets qui ont été retenus avec l'appel de l'AEF. Notre projet et un autre projet d'une collègue dans une autre discipline, qui n'est pas en informatique, mais avec une collaboration avec une université française. La collègue, donc pour son MOOC, le scénario était différent. Était dans l'écotourisme, donc il y avait beaucoup plus de débats, beaucoup plus moins d'activités, disons, techniques, voilà, exactement, je cherchais le mot. Donc ce qu'elle a choisi, d'ouvrir toutes les semaines. Donc à l'instant T où le MOOC a été lancé, l'apprenant quand il entre, il trouve le contenu des 4 semaines. Je crois que c'était un MOOC de 4 semaines, 4 ou 5 semaines. Et il accédait à tout, il pouvait faire n'importe quelle activité, répondre à n'importe quel forum, etc. Donc, ce qu'elle disait, elle était submergée par des questions qui partaient. Elle allait dans la semaine 1, répondait à des choses en rapport avec la semaine 1, après aller. Donc, nous, on a choisi une autre approche. On a dit, on va aller par une approche graduelle, donc croissante. Donc, on ouvre la semaine 1. Bon, quand même, on vivait un stress chaque dimanche soir, l'ouverture avant le lundi. C'est la panique totale chez nous 4 parce qu'il fallait que la semaine soit prête. D'accord. Mais ça nous a permis, au bout de chaque semaine, de voir qu'est-ce qui ne marchait pas et de diminuer au fur et à mesure les activités. On a vu qu'on a mis trop d'activités par rapport à la charge de travail qu'on avait estimée parce que c'était notre première expérience.
Donc par exemple, on s'est retrouvé par exemple à la semaine 3, on a diminué, on a supprimé certaines activités, on a recalé une autre activité vers la dernière semaine. Donc c'est un scénario ad hoc qui par rapport à notre classe. Par contre, à la deuxième session, on a appris beaucoup de choses par rapport à la première session et notre scénario passé comme le site allemand. Donc c'était clair, on savait où étaient les difficultés, donc on a pris en considération toutes les remarques qui venaient et on a remodelé notre scénario. D'accord? Bien sûr, ceci, learning by doing. Ouais. Vous commencez votre première expérience, vous voyez comment ça marche et après vous vous améliorez. Comme on enseigne en classe en fait. Notre premier cours ne ressemble pas à notre cours actuel. Voilà. Donc, Je voulais revenir sur l'évaluation par les pairs. Il y a des MOOC qu'on appelle self-paced. Self-paced, où tout est automatisé. Il n'y a pas de date de début ou de date de fin. Donc on y rentre, chacun suivant son rythme. À ce moment-là, ce sont des MOOC où il n'y a pas d'animation. Ce sont des pairs qui répondent aux questions. Ouais. Et donc tout est automatisé. Il y a un tutoriel. Donc dans ce type de MOOC, il ne peut pas y avoir d'activité évaluée par les pairs. Une activité évaluée par les pairs, donc si on leur donne la réponse type, il n'y a pas de raison qu'ils remettent un devoir qu'ils l'évaluent. Donc ce type de MOOC, s'il y a des activités par les pairs, c'est-à-dire qu'il y a une session. Une session on démarre en septembre, une autre session qui va démarrer une année après, ou bien 6 mois après, etc. Donc on peut faire la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on peut. Mais il y a des MOOC qui sont automatisés à 100%, on peut les laisser ouverts. Chacun commence quand il veut, il termine quand il veut, à son rythme. Il y en a qui le font en 6 semaines, il y en a qui le font en 8, bien que le découpage est fait par semaine, rien n'empêche l'apprenant de faire une semaine ou 3 semaines. Non. S'il n'a pas acquis par exemple certaines notions fait une semaine. Non, il a accès à la totalité des cours. Oui. Donc, il a accès à la totalité et comme tout est automatisé, chacun a son propre rythme. S'il se pose une question, comme c'est ouvert massivement, il y aura bien quelqu'un qui va venir sur. Et beaucoup dans les forums, donc si on est dans le type de 1000 apprenants, on n'est pas dans la configuration de EDX, ils ont des centaines de milliers. Même s'ils mobilisent une vingtaine d'animateurs, ils ne répondront pas à toutes les questions. Il y aura toujours des questions qui ne trouveront pas de réponse ou qui trouveront des réponses uniquement par les pairs. Et cette fois-ci, l'animation, il faut qu'elle soit scénarisée. Là aussi, on va sélectionner les questions qui reviennent et créer ce qu'on appelle les réfacs. Et à ce moment-là, on donne des réponses. On va conseiller aux apprenants, avant de poser une question de réponse, regardez si celle-ci n'a pas été posée, celle qui se pose régulièrement. Et des fois, s'il y a une question qui devient récurrente, ça veut dire qu'on se pose la question que peut-être on l'a négligé dans le cours. On l'a négligé dans la conception. On doit corriger au moins le scénario ou bien donner un support supplémentaire pour que cette question ne se repose plus. Finalement, vous l'avez rempli hier, le sujet de votre MOOC, prérequis, public cible, les autres éléments, profil public cible, est-ce qu'il y a une demande chiffrée, comment vous allez recruter votre public cible, ça on avait discuté hier, quel est l'objectif de votre MOOC, quelles sont les compétences, la charge de travail, donc tout ça en principe c'est bon. Maintenant, vous allez aller dans la partie scénarisation du MOOC, d'accord? Je vous ai dit hier de ne pas répondre à ces questions, maintenant c'est aujourd'hui qu'on va le faire. Donc vous allez dire d'abord quels sont le nombre de séquences. Par exemple, vous allez dire 5 séquences, 4 séquences. Une séquence peut être un module, c'est-à-dire par exemple votre MOOC il est composé, un module c'est un chapitre, d'accord? Donc composé de 4-5 chapitres, vous allez dire je vais avoir 4 modules ou 4 séquences, d'accord? Ou vous allez dire le module il est surchargé, donc le module je vais le diviser en 2 séquences. D'accord? Ça dépend de votre scénario. Ensuite, vous allez dire quelles sont les principales connaissances que vous allez transmettre par rapport à ces séquences-là. D'accord? Et comment vous allez les transmettre? C'est-à-dire, vous allez mettre des vidéos, vous allez partager des ressources. Comment vous allez le faire? Quelles sont les principales connaissances à retenir? Ça peut être les mêmes connaissances que vous ciblez dès le départ. D'accord? Ensuite, les principales connaissances à construire par rapport au savoir-faire,
comment vous allez faciliter la compréhension. Ça, ce tableau, on l'avait dit, on l'avait expliqué. Et puis maintenant, vous allez dans le détail de chaque séquence. Dans chaque séquence, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des vidéos, je vais trouver des activités, je vais trouver des supports à télécharger en PDF, je vais trouver des animations en flash. Qu'est-ce que je vais trouver réellement dans chaque séquence? Quel est le temps global par séquence? Par exemple, vous allez dire 1 heure, 2 heures. Quelle répartition du temps entre les différentes activités? Donc là, vous mettez à peu près, après vous allez le détailler. Quels sont les types d'activités d'apprentissage? Justement, les activités d'apprentissage, des exercices à souvent mettre, après vous mettez le corriger, je ne sais pas, il y a des exercices de conception, des exercices de programmation, justement les types d'activités d'apprentissage. Et comment vous allez terminer chaque séquence? La fin de chaque séquence, comment elle va être? Par exemple, vous allez dire, je veux faire un quiz à la fin de chaque séquence. Quiz semaine, d'accord? Qui va être le halt de la fin de chaque séquence. Comment? Est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi la séquence? Oui. Alors, une séquence peut être conçue par rapport à une semaine. D'accord? Une séquence, c'est une unité pédagogique, c'est-à-dire elle répond à un objectif clair et je dois faire les différentes activités pour atteindre cet objectif. Donc ma séquence, faire une vidéo par exemple, faire un support à télécharger, faire une activité d'apprentissage, une activité d'évaluation. Ça c'est une séquence pour moi. D'accord? Une fois j'ai fait cette séquence, j'ai atteint un objectif spécifique. D'accord? Vous pouvez rappeler un thème, par exemple. Une thématique. Une thématique. Si le traite de 4 thématiques, et chaque thématique est une séquence. Vaut mieux traiter un seul objectif par semaine? Non, il peut y avoir. Ça dépend du niveau de granularité, qu'est-ce qu'on entend par objectif. Ça dépend de la complexité du MOOC. Ça dépend du complexité du du MOOC. Oui. Et là, dans notre MOOC, on n'a pas utilisé le terme séquence. Vous, le terme séquence ou le terme classique. Pour nous, c'est une leçon. Pour nous, par exemple, la semaine, comme à des semaines, faire 2 leçons. Comme à des semaines, faire une seule leçon. D'accord? Pour nous, une leçon, c'est une séquence qui répond à un objectif spécifique. Dans cette leçon, comme à des ressources à faire, comme à des ressources de lecture, comme à des ressources d'évaluation, d'apprentissage, etc. Vous voyez, nous, on a parlé de leçons. D'ailleurs, le tableau rêvé que vous allez remplir la semaine, l'intitulé du module, les objectifs spécifiques, ou entre parties, les différentes parties dans chaque semaine. Là, je vous fais cette partie, vous la remplacez par leçon. Leçon 1 ou la séquence 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Vous comprenez ce que je dis? Oui. La séquence, elle peut être un ensemble de leçons, elle peut être une leçon. Ça dépend comment vous la concevez. Ça va augmenter quand même la charge de travail hebdomadaire. En Oui, multipliant mais le il faut nombre de leçons, bien doser. ça risque d'augmenter la charge. Non, Il faut tout respecter cadrer par rapport au nombre d'heures. Maintenant, énergie par rapport à mon scénario, je dis par exemple, mon MOOC répond à 3 heures. D'accord? Je peux dire, pour 3 heures par semaine, pour moi, je vais les faire passer en 2 leçons. Chaque leçon nécessite 1h30. Dans l'1h30, je vais calculer qu'est-ce que je vais mettre de ressources, de travail demandé de la part de l'apprenant pour cadrer avec l'1h30 que j'ai fixé. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'en une semaine, on peut avoir une seule leçon comme on peut en avoir 4. Bien sûr, bien sûr. Je peux la semaine 1 avoir une leçon, la semaine 2 j'ai 2 leçons. Et est-ce qu'on met au début de chaque semaine, par exemple, si je veux faire 2 leçons Dans la semaine, on met tout en début de semaine? Bien sûr. Quand on ouvre la semaine, on l'ouvre en sa totalité. D'accord. Parce que l'apprenant, il peut commencer par la Activité, première leçon, tout. il est libre. On met tout. Mais il a toute la semaine, il a toutes les ressources de la semaine. Le document de scénario de séquence, tu l'as dans ça. Donc, vous allez remplir ce document. D'accord? Avec les semaines, etc. Par exemple, je veux faire un MOOC sur les énergies renouvelables. Et donc, je classe. Quel est mon public cible? Est-ce que c'est juste pour qu'on découvre? Ou bien je veux aller dans des spécialistes qui vont accueillir dans des calculs élaborés, etc. Donc, je suppose mon MOOC, c'est juste culture générale.
Dans les activités, je ne vais pas prévoir quelqu'un qui va dimensionner une éolienne photovoltaïque, etc. Et donc, je vais dire, les énergies renouvelables, il y en a le solaire, photovoltaïque, il y a les éoliennes, je vais parler des éoliennes, je vais parler de la géothermie, etc. Ou une quatrième, etc. Donc, j'ai classé 4 thématiques, ce qu'elle appelait section. Je l'appelle thématique, bien leçon. Une fois que j'ai fait les grandes classes, je vais me focaliser sur une semaine. Je vais parler du photovoltaïque. Donc, pour le photovoltaïque, qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque? Qu'est-ce qu'il doit acquérir comme compétence ou connaissance à la fin de ce. Donc, je vais découper les chiffres, les objectifs, donc je vais donner le vocabulaire, les unités de mesure, les rendements, etc. Donc, je définis. Et je lui fais des activités. Je découpe en séquence. La petite activité, trouver par exemple une petite cellule solaire, quel est son rendement, quelles sont les unités avec lesquelles je vais mesurer. Je voudrais enchaîner avec le document scénario séquence, si tu le permets, et le PowerPoint de ton PowerPoint. Comme ça, on leur donne toute la partie théorique. Après la pause, ils commencent à bosser sur leur propre. Et comment évaluer que le MOOC a réussi? On fait des questionnaires. Je vous montre tout de suite notre évaluation. On fait un questionnaire pour participer donc on envoie aux participants et on voit leur feedback. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu à notre questionnaire, mais déjà, c'est déjà un feedback sur la... Ça, le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, je leur montre ça. Je montre comment le nombre de capsules vidéo, comme ça, de hier, je fais Voilà. Est-ce que vous connaissez le profil des gens qui viennent pas nécessairement, ils écrivent leur profil quand ils s'inscrivent sur la plateforme FAN, mais il y a des personnes qui ont écrit, qui sont en situation professionnelle, qui sont des développeurs ou des travaillent dans des sociétés de développement ou des étudiants. Qui est en train d'utiliser le mot? Non. Voilà. Alors ça, c'est notre MOOC. A priori, un MOOC, il est ouvert à toute personne. Oui, je sais, mais... Études générales. Mais si on parle de MOOC à partir de livres, est-ce que c'est pertinent de connaître... par exemple, faire une évaluation, quel est le souvent on met un... C'est bien, d'où est-ce qu'ils viennent, leur origine, c'est local, est-ce que c'est... Ça, des pays, je vous montre, on peut savoir de quel pays ils viennent. C'est ça, la plateforme nous le donne. En plus de la plateforme, souvent on met un questionnaire de démarrage pour connaître le profil des personnes qui se sont inscrites. Pourquoi vous êtes venu? Est-ce que vous êtes venu juste par curiosité ou bien vous voulez avoir? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que 4-6 questions, une dizaine de questions, pas plus. C'est ce genre de questions, il peut ne pas répondre. Il peut ne pas répondre. Donc, il ne peut pas répondre ou donner une réponse. C'est comme l'histoire du pseudo, quoi. Oui, mais ça permet d'avoir une idée. Il y a des personnes qui n'ont pas donné des informations de leur pays, etc. Donc on a ces situations. Mais je pense pas qu'ils vont mentir. Parce que c'est ils un ne vont pseudo. pas mentir. Mais Non, ils doivent pas. je sais que c'est pas. Mais c'est pas une. Non, mais des fois, une personne dit voilà, je suis décidé à répondre à tous les quiz. Donc, la question, c'est répondre à tous les quiz, certains quiz ou bien parfois. Donc, lui, il est persuadé qu'il va. Mais chemin faisant, il va se rendre compte qu'il y a une activité imprévue. Donc, un enseignant, on va dire, on donne une charge d'un examen, etc. Et ensuite, il ne va pas répondre. Bon, mais c'est juste pour connaître l'intention de départ. Donc, notre MOOC était un MOOC d'initiation à la conception environnementale. Donc, c'est des étudiants en multimédia qui nous ont conçu ce logo. D'accord. Donc, je trouve ça original parce que on parle de l'UML. Donc, ce sont un diagramme de classe. Donc, voilà, ce sont made in Tunisie. Donc, il a été accepté dans le cadre du premier projet de l'AEF pour les MOOC. MOOC 100% tunisien. Et le premier MOOC en Tunisie en informatique. D'accord. Et ce sont des partenaires pour ce projet. Ça, l'équipe pédagogique, les 4, moi et les 3 amis, Dr Sonia, Mahen et Emna. Ça, c'est l'équipe de l'UVT qui nous a aidé pour l'Université virtuelle de Tunis, qui nous a aidé pour la production des vidéos. Alors, pourquoi nous avons pensé à faire un autre MOOC? Parce que nous voulions flip the classroom. En fait, par exemple, ce cours, moi je l'enseigne au niveau du master et j'ai voulu que
testé un scénario de classe inversée. Je voulais que mes étudiants aillent sur le cours, après ils viennent en classe et faire les activités. Et j'ai constaté, par exemple, il y a une partie du cours que je n'ai pas faite en classe et qu'ils ont suivi au MOOC. Et après, j'ai posé des questions sur l'examen. Ils ont eu de meilleures notes par rapport à ça. Donc finalement, il vaut mieux que on regarde tout sur Internet. Faciliter la formation continue et contribuer surtout à la visibilité de nos institutions. Notre université devient un peu plus visible maintenant avec ce MOOC. En fait, stratégie d'image, visibilité, partage d'expertise, une stratégie d'innovation pédagogique. Donc notre public cible, c'était les étudiants en informatique, mais également le monde professionnel. Ça a été sur FAN. On a fait deux sessions. Vous voyez, on a commencé avec 5 semaines, une semaine 0 et 4 semaines. On voyait qu'on pouvait tout condenser en 4 semaines. Et une semaine 0, dont j'ai parlé hier, que vous pouvez également prendre en considération dans votre scénario, où on a invité à installer un environnement de conception, à regarder des ressources sur les bases de données. Donc on a remédié à certains prérequis. Et dans la semaine 2, la session 2, on a dit 6 semaines maintenant, d'accord? Mais on a gardé 4 semaines d'apprentissage et on a fait 2 semaines optionnelles, en fait, où ils font un projet. Ceux qui veulent aller sur le projet, ils vont dans les 2 semaines. Donc en fait, on garde toujours les 4 semaines, mais les 2 semaines sont pour ceux qui veulent aller plus loin par rapport à la réalisation d'un projet de conception. Bon, ici, la session 3, bon, c'est peut-être mars prochain. Allahu a'lam. On va dire qu'on a fusionné un XMOOC et un CMOOC, et ça, ce sont les conditions d'utilisation des ressources. Alors, ce qui m'intéresse surtout, bon, on a les étapes demain, aujourd'hui ou demain, Al-Khali va parler des étapes de phase du projet. Alors, ce qui m'intéresse, je voudrais vous montrer ce tableau. Regardez le nombre de capsules vidéo que nous avons produites, que vous allez faire aujourd'hui pour votre scénario. C'est juste pour vous donner une idée, que vous réfléchissez. Donc, actuellement, on a 4 semaines d'apprentissage. Nous avons toujours les 4 semaines, soit on a mis semaine 0 ou la session loup, là où la session Peigne, on avait 2 semaines optionnelles, mais on a gardé les 4 semaines. Donc, pour la semaine 1, on a 4 capsules vidéo, la deuxième 2 capsules, la troisième 3 et la quatrième 2. Vous voyez qu'on n'a pas un nombre, le même nombre par semaine, dans chaque semaine. Mais la première semaine, il y avait un peu plus de contenu à donner au départ pour qu'après ils peuvent travailler sur la pratique. On a mis, regardez, des ressources d'apprentissage, donc des ressources à télécharger, des fichiers, d'abord nos PowerPoint qu'on avait présentés dans les vidéos, dans une version enrichie, d'accord. Dans la vidéo, on parle d'une version très, parce qu'on parle, d'accord. Donc on a mis des scripts de nos vidéos, plus la version enrichie de nos PowerPoint, plus des fichiers complets à télécharger en PDF, plus des activités d'apprentissage, 3 activités d'apprentissage et 3 quiz. Chaque quiz contient 20 questions. Donc vous comptez et vous allez voir. Des ressources d'apprentissage, 2 activités, 3 activités, 3 quiz. Donc 3 quiz leçons, 2 leçons, plus quiz semaine. D'accord. Donc à la fin de chaque leçon, une photo, un quiz, vous êtes un quiz semaine. On est à l'évaluation par les pairs parce qu'on a fait un projet transversal qui les suivait, ou forme à évaluation par les pairs à la fin. Vous voyez? Donc vous regardez, il y a 6 plus 5, il y a 11 capsules vidéo qui ont été produites. Et là, vous avez réduit le nombre de quiz, mais là, c'était Le nombre. on a diminué. Plutôt pour les activités d'évaluation. On a diminué les activités d'apprentissage. On a choisi en session libérale. D'accord? Le public cible des particuliers, dès le départ, vraiment, c'est pour les professionnels. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont fortement motivés pour aller jusqu'au bout. Oui. Quand on y va, ce n'est pas un book qu'on va pour la culture générale. On n'y va pas pour la culture générale pour développer les apprentissages. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, normalement il faut choisir le parcours, soi-disant, des mots qui peuvent une formation de base ou bien avancée. Ils sont très sollicités, les MOOC et demain. Des parcours pour des étudiants, des parcours pour, par exemple, débutants et un niveau avancé, spécialiste. Donc ça, on peut le faire. On peut faire 2 parcours. Il y a aussi des fois, c'est le modèle économique. On cherche à rentabiliser le MOOC.
Donc on le met pour un public assez large, si vous voulez voir. Ensuite, des activités, par exemple les projets, ce sont des personnes qui payent, qui vont, je ne sais pas si c'est le cas ici, ce sont des personnes qui payent et leurs projets sont évalués. Ça veut dire qu'on aura un nombre limité de personnes qui vont aller vers les projets. À ce moment-là, il y aura une évaluation personnalisée. Il y a la page d'annonce, l'activité comme elle est. D'accord? Il y a donc des annonces. Regardez, il y a octobre 30 2016, nous voilà arrivés à la semaine 6 de ce mois. Donc on annonce une semaine, d'accord? Cette semaine permettra à ceux ayant choisi d'élaborer un mini-projet de faire telle et telle chose. Par exemple, nous voilà arrivés à la semaine 5 et ainsi de suite. C'est une capture d'écran que j'ai mis. Oui. Donc, mais c'est des annonces de démarrage de chaque semaine, par exemple. D'accord? Et vous voyez la date, voilà, 24, 30 octobre. Oui, c'est la dernière, bien sûr qu'il y a des autres. Ça, c'est sur la plateforme. Enfin, c'est une page d'annonces, infos et actualités. D'accord? Où l'équipe pédagogique l'alimente au fur et à mesure. Mais il faut préparer déjà vos annonces. Le scénario, déjà, doit préparer le nombre d'annonces. C'est pas un kick ad hoc, vous venez et vous dites. Bien sûr, c'est automatisé. Donc, le système le fait automatiquement. Donc, il suffit de préciser la date. Donc, il doit envoyer une en fait, vous notification. entrez, vous mettez votre texte et c'est affiché automatiquement sur la plateforme et c'est envoyé par mail à tous les inscrits. Forme de news. Forme de news, voilà. Ensuite, la manière avec laquelle le cours est structuré sur la plateforme. D'accord? C'est une capture d'écran de la manière avec laquelle il est structuré. Vous voyez, qu'à le démarrage du groupe, les leçons, d'accord? La partie que vous voyez en noir, c'est la partie semaine 0. Leçon introductive du génie. On a fait un prérequis sur le génie logiciel parce qu'ils ont besoin de ça. Je prépare mon environnement de travail. Ça ne fait pas partie du compteur. C'est avant le démarrage. Ça, c'est le démarrage réel. Donc, découvrons l'approche orientée objet. C'est la première semaine, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et quand je clique dans chaque semaine, je trouve le contenu. Et puis, quand je suis dans la semaine 0, voici le message de bienvenue. D'accord? Le message général. Bienvenue sur la semaine 0 du MOOC, etc. Chaque semaine de ce MOOC contient en moyenne 20 minutes de vidéo. Donc, on annonce ce qui les attend. Donc, ils ont une idée. Divisé en 2 ou 3 leçons. Chaque leçon contient des activités d'apprentissage, du QCL, des exercices de conception. L'ensemble est conçu que vous investissez chaque semaine environ 45 minutes dans le visionnage des vidéos et 1h30 pour le travail personnel, pour qu'ils sachent comment répartir leur temps. Par ailleurs, vous êtes invité à préparer un projet de conception d'un système d'information. L'évaluation par les pairs de l'ensemble des diagrammes élaborés est effectuée à la semaine 4. D'accord? Donc là, on annonce la couleur, on annonce la manière avec laquelle l'approche pédagogique est le cours. C'est pas l'accueil. Ce n'est pas l'accueil. Ça, c'est la première annonce, l'annonce de bienvenue. C'est pas la page de gare. C'est pas la page de gare. Non, c'est pas la page de gare. Après, ça, c'est une capture d'écran d'une des semaines. Par exemple, les semaines diagramme d'activité, diagramme d'état de transition que j'avais en charge, par exemple, la leçon 3.1, et bien c'est une capture d'écran d'une vidéo pour cette leçon-là. D'accord? Les étudiants m'ont dit, madame, c'est pas toi. Vous êtes trop stressée. C'est pas. D'habitude, je suis souriante, cool dans la classe. Devant la caméra, c'était pour moi horrible. Voilà. Il y a certains MOOC professionnels où on paye des acteurs. Oui, on paye des acteurs. Quand vous regardez le film Doctor Who, vous pensez qu'il est médecin? Non. Mais on a l'impression qu'ils sont tous médecins. Oui. Donc même vous dites, il va parler de physique nucléaire, qu'est-ce qu'il va comprendre avec les... Donc les acteurs, c'est son métier de parler de concepts avec des émotions. Ils vont croire qu'ils sont spécialistes. Ils le font mieux qu'un spécialiste. Et donc on les paye pour présenter des concepts. Ils apprennent par cœur leur scénario, voilà. Et ils l'expliquent comme s'ils étaient des vrais spécialistes. Regardez, vous devez toujours donner un lien pour télécharger les vidéos. Et personnellement, je suis inscrite dans, je ne sais pas le nombre de MOOC dans lesquels je suis inscrite. Comme je n'ai pas beaucoup de temps pour suivre tous les MOOC, première chose que je fais, je télécharge les vidéos. Je les mets sur mon téléphone.
quand j'ai un peu de temps, je regarde moi la vidéo. Moi, ça me permet d'enrichir mes connaissances. Ça, c'est une capture d'écran d'un exemple de QCM qu'on a fait. D'accord? Inimaginable dans ma tête avant de poser des questions pareilles sur un cours d'informatique. D'accord? C'est une question à choix multiple. Regardez, par exemple, ici, c'est une lecture de diagramme. C'est une partie pour ceux qui connaissent un peu la conception VMware, une partie d'un diagramme. Et à la lecture de ce diagramme, comment je lis ce diagramme. D'accord? Et ce qui est pour les professionnels très important, parce que pour les professionnels, on leur envoie une conception, ils doivent apprendre comment lire ces diagrammes-là. D'accord? Ça, c'est une courbe qui vous montre pour la première session le nombre à peu près d'inscrits total. 3400, on l'a fait sortir de la plateforme. 3470, on a ouvert les inscriptions. Ça, vous allez le faire pour votre rétro-planning. Donc, vous préparez votre teaser. Par exemple, nous, le cours démarrait, je crois, le 25 septembre. Ici. Oui. Je ne lis pas les dates, je crois qu'ici. Ici, il a démarré le cours. D'accord, le 25 septembre. Nous avons ouvert les inscriptions en juin, parce qu'il y avait août. Et généralement, on ouvre 2 mois avant les inscriptions. Donc, ouvrir les inscriptions, c'est-à-dire que le teaser est prêt. On réparait le MOOC. Donc en juin, déjà, on a ouvert le teaser, mais ça ne veut pas dire que tout était prêt. On a passé tout cet été à préparer le cours. 3 septembre, c'est le pic. Alors, 3 septembre, c'est le pic. Pourquoi le pic? Parce que universitaire. le pic d'inscription. Oui. La rentrée universitaire. Est-ce que vous Non, avez un fichier parce que Facebook? je suis entrée sur la plateforme, j'ai regardé que le nombre d'inscrits n'était pas très élevé. Je n'ai fait qu'aller sur tous les réseaux sociaux et partager le teaser. J'ai envoyé ça à tous les collègues de toutes les universités que je connais en Tunisie, sur Facebook. J'ai envoyé à mon labo en France. Et ça a donné un résultat. C'est pour vous dire qu'il faut promouvoir votre monde. C'est très important, la promotion du monde. Ça a permis d'avoir un nombre d'inscrits, de booster notre inscription. Ça, c'est une autre courbe qui montre le nombre de pays, à peu près 70 pays. Quand on a un formulaire sur EBX, ils choisissent le pays. Comme il y a des gens qui n'ont pas précisé leur pays. Là, le premier pays, c'est France. Le troisième pays, Tunisie. Deuxième pays, c'est des gens qui n'ont pas précisé leur pays. Mais c'est un peu une satisfaction personnelle que ça a couvert 70 pays. C'est quand même. Bon, au niveau de l'IX, est-ce que c'est détectable par adresse IP, non? Pardon? Là, je n'ai pas regardé les adresses IP. Je crois qu'on n'a pas la main pour voir les adresses IP. C'est comme Google Analytics. Je parle du système, c'est pas de l'enseignant, du système. Est-ce qu'il peut pas détecter donc automatiquement? Je ne sais pas si c'est par adresse IP ou par formulaire. IP est par formulaire. Non, c'est pas l'adresse IP. C'est le même sais, que Google Analytics. C'est faisable. Première fois dans le pays, s'ils regardent Quand vous créez un compte, vous renseignez ce champ. Mais pourquoi Parce que il y a vous êtes des... payé. Même quand on est Je suis par l'adresse IP, donc je m'inscris en Algérie, mais je suis. Voilà, mais c'est la première inscription. La première inscription. Non, ça donne deux adresses IP différentes. J'ai fait le test, Oui. j'ai un site web. Oui, mais Quand je me connecte en France, Oui. il me dit qu'il y a une personne qui est en train de se connecter. Et pourtant, c'est le même compte. oui, Voilà. oui, Mais il me oui. dit que vous êtes en Ce France. sont des adresses Voilà. IP différentes, même Voilà. si vous êtes. À chaque connexion, il y aura une adresse Une IP. adresse différente. La plateforme, elle recueille ça, mais elle ne fait pas le mapping sur adresse IP. Elle le fait sur le formulaire d'inscription. C'est Quand pour ça vous qu'il y a inscrivez, déjà... vous choisissez nom, prénom, email, mot de passe, et vous dites votre pays ou vous ne le dites pas, qui n'est pas un champ obligatoire. Ok. Donc si vous ne le dites pas, vous êtes placé dans le catégorie. Donc c'est pour ça. Quand on était administrateur de la plateforme, quand on était administrateur de la plateforme Moodle par exemple, il y a la possibilité de voir toutes les adresses IP des gens qui sont connectés. Oui. Par exemple, quand on donne des activités aux apprenants, on peut voir qui a connecté chez lui et qui a fait le travail de son Comment je vais être classé si je commence le Voilà. cours à Mostarganen et je le termine demain au Maroc et puis 3 jours après je serai en France. Donc quelle catégorie on va me placer? C'est Maroc, déjà- Tunisie, France, Voilà, etc. c'est très bien.
Alors, une autre courbe intéressante qui vous montre les fils de discussion sur les forums. D'accord? Donc, ce qu'on remarque, les 2 premières semaines, regardez les pics. Ou presque la deuxième semaine. Vous voyez, il y avait un pic sur les forums. Mais après, ce pic va un peu se casser jusqu'à la fin, d'accord? Parce que c'est un peu général, pratiquement dans tous les mots, puisque c'est un apprentissage informel, finalement, les gens ne sont pas obligés d'aller sur le MOOC. Généralement, il y a toujours un taux d'abandon à la fin, d'accord? Donc, uniquement ceux qui sont intéressés d'aller jusqu'à la fin, ou qui préparent une certification, si votre MOOC cible une certification, où on va avoir encore des fils de discussion. Donc, il y a un peu cette courbe qu'on a tirée de la plateforme, et ça, c'est le pseudo de l'apprenant qui a posé le plus de questions sur la plateforme. D'ailleurs, on se rappelle très très bien de ce. J'ajoutais quelque chose. On a tendance à associer un MOOC EDX et vidéo. Un MOOC n'est pas nécessairement EDX, il n'est pas nécessairement vidéo. Un des MOOC qui a bien marché en France, gestion de projet, la version de départ ne contenait pas de vidéo. Oui. Et c'est un MOOC qui a généré beaucoup d'activités. Et puis, celui qui a créé le MOOC, il a eu beaucoup de demandes qui s'est reconverti à faire des formations payantes, beaucoup de candidats pour ce MOOC. Et la version de départ, il n'y avait pas de vidéo. Ensuite, il y a des MOOC qui ne sont pas sur OpenEDX, sur d'autres plateformes. Par exemple, sur FutureLearn, ils ont une particularité. Vous pouvez avoir le système de follow-up. Donc, vous identifiez une personne dans le forum qui pose des questions pertinentes ou bien qui a une expertise qui répond d'une manière pertinente, et vous allez le liker, l'aimer, et à l'image des réseaux sociaux, et vous allez suivre tous les posts de cette personne. Parce que s'il y a 1000 personnes qui postent au moins une fois par jour, et vous allez recevoir 1000 messages par jour, vous ne pouvez pas lire. Donc vous sélectionnez les personnes que vous désirez suivre selon votre besoin. Cette fonctionnalité n'existe pas sur OpenEDX, elle existe sur d'autres plateformes. Alors, ça c'est l'exemple de l'attestation que nous avons donnée aux participants qui sont allés. Bien sûr qu'on a précisé dès le départ quelles sont les conditions d'obtention du certificat, de l'attestation. Qu'ils ont obtenu tant de pourcentage par rapport à chaque quiz, qu'ils ont fait le quiz final, etc. Les conditions qu'on a mises pour la première session étaient très très dures. On croyait, on a mis 70% de chaque quiz, etc. On a un peu allégé pour la deuxième session. D'accord? Donc ça c'est l'exemple de l'attestation. S'il vous plaît, Oui. concernant l'attestation, certificat, on voit bien qu'il y a des certificats qui sont payants et qui sont reconnus. Est-ce que par exemple, une fois que j'ai mis le MOOC, je peux négocier? Est-ce que mon MOOC sera par exemple Certifié accepté dans des universités américaines, anglaises? L'université, vous pouvez négocier avec. C'est elle qui fixe les critères. Ouais. Donc, université, je mets un MOOC, je mets des critères d'évaluation et je mets des critères de reconnaissance de crédit. Au départ, on donnait presque systématiquement cette attestation de réussite. De moins en moins maintenant. Maintenant, on vous dit, vous faites ce MOOC et vous êtes satisfait, vous avez vos résultats. Si vous voulez juste une attestation, cette attestation-là, et donc il faut upgrade de votre profil. Vous dites, on va vous donner par exemple comment vous reconnaître que c'est vous. OpenEDX, ils ont un algorithme. On vous demande de scanner votre pièce d'identité, de vous mettre devant une caméra et de taper un texte. Donc vous avez en quelque sorte un profil, la manière dont vous tapez le texte. Ensuite, pendant l'examen, l'ordinateur va reconnaître c'est vous, parce que vous avez votre manière de taper le texte est spécifique. C'est une empreinte en quelque sorte, avec laquelle on va les contacter. Elle n'est pas reconnue partout, cette empreinte-là. Ensuite, c'est l'organisme auquel vous allez donner cette attestation, c'est à lui de reconnaître ou pas. Donc elle vaut ce qu'elle vaut. Donc je ne peux pas négocier en fait avec Non, d'autres pas avec universités. l'institution. Non. Donc, imaginez votre université, quelqu'un vient vous dire, voilà ce module, moi je le fais sur Coursera, donnez-moi 3 crédits. Ce ne sont pas nos critères. Ce ne sont pas nos examens, ce ne sont pas nos enseignements. Et rares sont les formations qui donnent des crédits. On donne une attestation, on
On dit que cette attestation est vérifiée. Donc c'est bien vous qui étiez, selon cet algorithme-là, qui avez suivi tous les examens, mais à vous de la faire valoir auprès de qui de droit. Donc ça dépend de... C'est pour ça que les formations à distance, les gens donc, passent des examens en présentiel. Là, c'est un peu mitigé. Moi, j'ai une expérience où on fait l'examen en présentiel juste pour assurer l'administration. Donc, je suis chargé par le ministère de mettre en place le e-learning. On a gardé ça pour rassurer notre ministère. On m'a dit qu'au moins 50% de la note finale du e-learning se fait un examen en regroupement présentiel. Mais par expérience, j'ai fait une formation, donc je suis à la 4e promotion. Donc les étudiants, on les regroupe en présentiel pour faire l'examen final, donc 2 fois par année, à la fin du semestre, à la fin du semestre 2. Ceux qui sont moyens à distance, dont les activités continuent, restent moyens à l'examen final. Ceux qui sont excellents restent excellents à l'examen final. Donc sur 4 années consécutives, sur 12 modules de la plateforme, on n'a vu aucune variation. Ceux qui sont juste moyens, qui ont entre 10 ans et 12 dans le contrôle continu, ils ont entre 10 et 12 dans l'examen final. Et on fait même un examen en ligne. On demande aux étudiants de se connecter sur la plateforme, l'outil de visioconférence, de mettre leur caméra. Ils font le test en temps limité. Par exemple, entre 8h et 10h. Pendant tout l'examen, ils doivent être devant la caméra. On n'a aucune certitude que l'étudiant... C'est pas connecté. Non, il est connecté sur le... Non, il peut envoyer son sujet par email à quelqu'un qui va lui répondre par email. Je ne peux pas vérifier ça. Il existe des outils qui empêchent, par exemple, une page web d'ouvrir une autre page web. Ça existe, mais on n'est pas allé par là. C'est faisable. D'accord. C'est difficile de vérifier notre personne. Réorienter la vidéo. Non, il est la vidéo, on sait que c'est lui qui est devant sa caméra. Dans l'écran, vers l'écran. Ça ne sert à rien. Sinon, on limite la durée. Ça ne sert à rien. Si elle est sur l'écran, il va l'envoyer par smartphone, par un autre outil. Donc, Ça un sert autre à rien. ordinateur juste à côté. Donc, Oui, c'est ça. Elle devient un ordinateur. Je connais mieux mes étudiants à distance que les étudiants en présentiel. Oui. Toute activité, il laisse une trace. Ce n'est pas le cas d'un étudiant à distance. Moi, je leur dis pour présenter, s'il se lève la tête, je le sais. Parce que tout ce qu'il fait est tracé sur la plateforme. Si un fichier il a téléchargé 4 fois, je saurai quand est-ce qu'il l'a téléchargé à partir de l'université ou de chez lui, etc. Par les traces de l'adresse IP. Et ce qu'on constate, c'est un constat. Oui. On les regroupe à la fin pour un examen final. Donc on a des étudiants un peu partout. En Tunisie, ils le font à Kairouan, en Algérie à Mostaganem, au Maroc à Tétouan et Marrakech, en France à Limoges, au Canada, on a des étudiants qui le font dans le consulat pour s'assurer que... Parce qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants, quelques-uns ils vont dans le consulat pour s'assurer de leur identité. Et l'examen final, à quelques notes près, reflète l'examen du contrôle continu de toute la scolarité durant l'année. Pour chaque module et pour chaque promotion. Donc, on est à la 4e, jusque-là, on n'a pas vu de distinction. Moi, je fais confiance à l'examen en ligne, mais pas à mon administration. On nous dit déjà que les enseignants n'enseignent pas en présentiel, alors à distance. Si quelqu'un raconte des bêtises dans un amphi, on passe du temps, il a fait semblant d'enseigner pendant 1h30, il a raconté n'importe quoi, ça arrive, on ne le saura jamais. mais en ligne, si. En ligne, on le sait. Le cours est enregistré. Ouais. S'il a répondu par une bêtise dans une question dans un amphi, on ne saura pas. Dans un amphi, elle reste. La trace, elle reste. Il est prudent. Il ne va pas répondre n'importe quoi. Quand il ne sait pas, il ne va pas échapper à une question. Il va prendre le temps de chercher et de répondre. Donc on a de meilleurs enseignants en ligne, de meilleurs étudiants en ligne qu'en présentiel. Mais l'administration n'est pas encore consciente, c'est pas encore entré dans les mœurs. Et c'est pour ça qu'on va continuer à faire des examens en présentiel. Mais pour finaliser avant qu'on parte en pause, alors ça ce sont les... hier il y a eu cette question qui a été posée par les différents collègues, comment la manière avec laquelle les usages qu'on peut faire d'un MOOC, d'accord? Alors il y a principalement 3 usages. Il y a ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire que on fait notre cours de manière classique dans notre
dans notre classe, dans nos amphis, et on invite les apprenants à aller sur le MOOC le soir, quand ils rentrent, quand ils ont un peu de temps, pour faire des activités d'évaluation, d'activités d'apprentissage. D'accord? Donc ça, c'est le statu quo. Bon, il y a des profils d'apprenants qui se sont connectés par exemple, pour notre expérience, il y a des étudiants qui ont suivi ce modèle-là. Je faisais mon cours d'une manière classique et je les ai invités à consulter les activités d'apprentissage, des activités d'évaluation sur la plateforme. Il y a le scénario que je décris tout à l'heure, la pédagogie indexée. Il y a une partie du cours, le diagramme de classe et le diagramme d'objet. Je n'ai pas assuré ça en classe, d'accord? Donc, ils regardaient les vidéos, ils regardaient les ressources sur la plateforme. Ils sont venus en classe pour faire les activités et les exercices et faire encore des homework sur la plateforme. Troisième chose, il y a ceux qui ont suivi 100% en ligne. Bien sûr qu'il y a des participants que je n'ai pas vus, qui ont suivi le tout en ligne. Donc on peut avoir 3 scénarios, ce qui est très intéressant parce qu'on va diversifier la manière d'apprendre chez les apprenants. Alors maintenant par rapport à l'évaluation. Bon, l'évaluation interne est un peu basique, parce qu'on a fait un questionnaire, on s'est inspiré du questionnaire classique de FAL et on l'a un peu changé. Mais dis-moi pour la session 3, d'accord? Donc principal intérêt des participants par rapport au MOOC. Donc comme différents sujets qu'on a donnés, les attestations, bon, on n'a pas beau, apparemment personne n'a choisi attestation, le sujet, ils se sont inscrits beaucoup plus pour le sujet, une bonne partie pour le sujet. Les compétences, parce qu'on avait annoncé justement les compétences à acquérir. Donc 64% des personnes qui se sont inscrites pour notre MOOC avaient principalement pour intérêt les objectifs ou les compétences que nous avons annoncées, ou autres, peut-être curiosité, je ne sais pas. D'accord? Après, activité du MOOC ayant au mieux permis aux participants d'atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce qui leur a permis le plus d'atteindre leur objectif? On a 31%. Évaluation des travaux des apprenants. Alors, les 31%, les vidéos, visualisation des vidéos, c'est un bleu. D'accord? Donc, les vidéos nous ont permis vraiment d'atteindre les objectifs. Je vais dire le terme en arabe, pour faire les vidéos, mais ça nous a réconforté un peu. On a dit qu'au moins nos vidéos étaient claires. On permis à nos apprenants de faire les objectifs. On compte encore les améliorements. Lecture des slides, 24% de lecture des slides, 25% résolution des exercices, même les exercices qu'on nous avait proposés ont permis justement d'atteindre. Et le reste, les interactions sur le forum, l'évaluation des travaux des autres apprenants, travail autour de mini-projets transversal. En fait, les 2 pourcentages les plus importants, je pense que c'est en relation avec la capacité de chacun à suivre le cours. Quand on est dans un amphi, en fait, s'il n'arrive pas à suivre, l'information est passée, ça y est, elle est passée. Par contre, là, avec la lecture des slides, il peut le refaire, il peut le reprendre. Donc, il peut travailler à son rythme. Exactement. Et je pense que la vidéo, c'est la même chose. Et je pense que c'est l'intérêt, justement, et on le voit bien ici, parce que c'est le rythme, chacun va travailler à son rythme. À son rythme. Et non pas au rythme de l'enseignant qui est Ils ont des profils différents. Pardon? Les méthodes d'apprentissage, ils ont des profils différents. Oui. Il y a des psychologiques qui disent qu'il y a des étudiants, si vous lui donnez un dispositif, donc il ne va pas lire les consignes, il va commencer directement. Vous lui donnez, installer un démo. Donc il prend la télécommande, il va y tâtonner, il va vous donner un téléphone portable. Un autre, il est méthodique, il nous dit, moi je vais regarder le manuel, exécuter pas à pas. Il y en a un autre qui va essayer de voir quelqu'un qui a des compétences, qui sait, quand tu réussis, montre-moi comment tu fais. Il s'inspire de différentes. Donc chacun a ses motivations. Donc, ici, ce sont leurs appréciations. Ils disent, moi j'ai appris beaucoup plus avec la vidéo. Un autre, il ne veut pas la vidéo. Il dit, moi, je veux, comme le papier. Moi, si je ne touche pas le journal, je n'ai pas le sentiment de lire. Mais aussi, il y a le rythme numérique, je n'en veux pas. Le rythme d'acquisition de la connaissance, je pense que, parce qu'il y en a certains, quand vous voyez, il écrit, l'autre ne peut pas écrire en même temps qu'écouter. Chacun trouve son compte avec différents outils. Pas mal 10%, c'est peut-être 10%, mais ça a été évoqué dans plusieurs formulaires d'évaluation. Ils ont beaucoup apprécié ce mini-projet transversal. Parce qu'on avait annoncé je crois, la semaine 2, choisissez un sujet sur lequel vous allez travailler pour la conception
Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les leçons, faites telle partie pour votre projet. Donc, ils voyaient quelque chose de concret par rapport à leur projet, par rapport à leur sujet, un projet qui les suivait et qu'ils amélioraient jusqu'à la fin. Ça, ça a été évoqué dans les formulaires. Satisfaction par rapport à la facilité d'apprentissage. Bon, on a 3 au milieu, donc 42% étaient plus ou moins satisfaits de la manière avec laquelle ils ont pu apprendre. Degré de collaboration, de communication. Il y en a 30%, on a 30 bleu, 1, mais bon, on a 30%. Allez, j'ai dit 1 parce que on a commis une erreur, on a donné le projet des transversales, on leur a dit travailler d'une manière collaborative. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé des personnes. Donc, ils étaient obligés de chercher quelqu'un, ils n'ont pas trouvé, ils ont annoncé sur le forum, je cherche une personne avec qui je collabore, ils n'ont pas trouvé, et finalement ils ont travaillé tout seuls, et donc ils ont respecté jusqu'à la fin. Oh, c'est beaucoup de travail, etc. Il y a par contre d'autres qui ont trouvé des personnes sur le forum, ils ont dit merci beaucoup, vous nous avez donné l'occasion de connaître d'autres personnes qu'on ne connaissait pas du tout, et on a collaboré même à distance. Donc, bon, donner des activités collaboratives, c'est bien, mais toujours bien doser et savoir comment structurer les groupes, ça reste toujours un problème à résoudre. Voilà. Satisfaction par rapport aux évaluations proposées. Regardez, ils ont le plus apprécié les quiz. L'originalité dans ce cours, c'est un cours généralement sur lequel on ne pose jamais de QCM. Et donc, beaucoup ont apprécié ces quiz. On l'a dit, ils ont dit même en textuel dans les forums, dans les formulaires d'évaluation, ils ont dit on a appris comment lire des diagrammes, chose qu'on ne donne pas en tant qu'exercice classique dans un cours de conception. D'accord? Donc, les QCM, on leur donne une partie du diagramme, on leur dit à la lecture de ce diagramme, quelles sont les informations que vous pouvez retirer. Donc, ça leur a permis de découvrir une autre manière de poser des questions. L'évaluation par les pairs, regardez, 10%, et le mini-projet. Vous voyez que le mini-projet prend une place importante dans ce monde. Voilà. Alors, et les leçons tirées, je finis par ça, c'est une innovation. Innovation, on a dit, parce qu'il y a le C, parce qu'il y a cette collaboration. D'accord? Bien penser la conception, le MOOC doit apporter une réelle plus-value. C'est un MOOC, d'accord? C'est pas un cours en ligne classique. Ce n'est pas juste une vidéo de cours, mais c'est pas tout simplement mettre. Au départ, on a des MOOC où on met une vidéo de 1h30. Je trouve que c'est pas un MOOC. La vidéo doit être bien, la granularité doit être faite. Beaucoup de temps pour préparation, je le dis, je le redis. Nous sommes partis d'un cours rodé, donc on a bénéficié de notre expérience, mais quand même ça a nécessité, et de fournir des vidéos atomiques par rapport aux leçons. Donc les vidéos doivent être vraiment atomiques. Voilà, donc ça c'est par rapport aux leçons. Diversifier les moyens d'évaluation, fournir plus de feedback. La dimension sociale est très importante, les réseaux sociaux jouent un rôle. Nécessité d'avoir une équipe d'animation. Et quand vous avez une certification derrière, ça, vraiment votre modèle économique devient très très fort parce que vous pouvez vendre réellement votre monde. Vous voyez, moi je dis, on apprend en faisant. Quand on fait, il faut lancer la première session et c'est à partir de là qu'on apprend. Voilà. Comment on le vend? C'est-à-dire le certificat, comment Le certificat, il faut un centre certificateur avec vous. Il faut que vous êtes conforme à un référentiel de certification. Il faut qu'il y ait un centre certificateur qui vous accompagne, qui est partenaire dans votre projet de MOOC et qui va proposer que les apprenants viennent pour l'examen de certification et ils payent pour l'examen. Donc votre MOOC va annoncer une préparation à la certification. D'accord? En suivant votre MOOC, les gens vont être vraiment prêts à préparer l'examen. Et donc cet organisme-là, il est national, international? Ça peut être national, ça peut être international. Il y a beaucoup de MOOC certificateurs. Il peut être indépendant du MOOC. Si vous voulez réussir un MOOC, par exemple, passer le DEF et le DAF, vous aurez tous les candidats Campus France qui vont venir s'inscrire, vont se préparer, et puis vous ne garantissez rien. Vous garantissez une bonne préparation. Et si vous annoncez que ceux qui ont suivi le taux de réussite à l'examen organisé par Campus France, par nos apprenants et de Intel,
vous allez attirer les gens pour votre bout. Maintenant, je propose que peut-être on fait la pause. Et après, tout de suite, après, commencer par votre cahier de charge. Quand vous avez une idée, qu'est-ce que vous allez mettre, combien d'heures par semaine. Donc, ce qui est en bleu a changé. D'accord, par rapport. On met un exemple d'une semaine. D'accord. D'ailleurs, vous êtes censé nous préparer la séquence d'une semaine. Impossible de travailler sur toutes les semaines. Un. Deux, si vous préparez une semaine, c'est je l'appelle copier-coller intelligent. Quand même, il faut un peu réfléchir. Mais c'est un copier-coller intelligent. Ok. D'accord. Donc, comme à la page de démarrage, la page de démarrage, souvent dans une séquence, on met une page de démarrage qui annonce la séquence, de quoi elle parle. Donc, le sujet général de la séquence, l'objectif général de la séquence qui est la semaine, et l'ensemble des ressources que vous allez proposer, la méthode de travail. C'est de la pédagogie active, c'est de la collaboration, c'est l'auto-apprentissage. Comment vous annoncez la méthode de travail. Après, on va détailler les différentes leçons qui sont appelées dans le document de charge partie. Vous pouvez les appeler parties, vous pouvez les appeler unités, comme vous voulez. Bon, elle a dit là le terme leçon, il y a un jeu qui l'apprenant, il y a leçon 1, leçon 2, leçon 3, c'est comme une signification pédagogique par rapport à ça. D'accord? Donc, leçon 1.1 pour dire leçon numéro 1 de la semaine 1, leçon numéro 2 de la semaine 1, et ainsi de suite. Vous pouvez numéroter de cette manière-là. D'accord? Chaque leçon a un titre. Donc, devant les 3 points de suspension pour écrire le titre. Et après, vous allez dire vidéo 1, dans la leçon 1.1, dans la vidéo, le titre de la vidéo, je donne les ressources à consulter, le QCM, est-ce qu'il y a un QCM? S'il n'y a pas, vous supprimez ça. Donc, vous dispatchez les ressources par les leçons. D'accord? Après, donc, on a 3 leçons, et après, vous pouvez choisir de terminer votre semaine par un quiz semaine. À part les quiz leçons, un quiz semaine. C'est un exemple, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais de s'inspirer. Mais sur quoi je voudrais insister, c'est sur ce tableau que vous avez le même dans le cahier de charge. Le scénario de séquence va vous permettre de calculer le temps et de voir si vous cadrez avec ce que vous avez annoncé de modèle. Donc, maintenant, moi j'ai 3 leçons, je calcule combien j'ai des vidéos. Par exemple, j'ai 3 vidéos. Le total de ces vidéos, c'est 25 minutes, par exemple. J'ai 2 vidéos de 10 minutes, une vidéo de 5 minutes. Exemple. Donc, un total de 25 minutes. Plus une lecture de ressources, on va dire à peu près 20 minutes pour lire les diapos, enrichis, etc. Donc, ça va me faire un total de 45 minutes. OK? Et moi, j'ai annoncé que c'est un modèle build. Donc, les ennemis exactement qui m'a les 45 minutes, on dit exactement en interaction. Donc, je mets 45 minutes en interaction. Oui. D'accord? Après, je vois, attendez, j'ai annoncé en charge horaire par semaine. Donc, il est 1h30. Donc, par exemple, j'ai dit c'est un MOOC qui nécessite 4 heures par semaine. D'accord? Donc, 45 minutes en contenu, 45 minutes en interaction. Ça me fait 1h30. Il me reste 2h30. Les 2h30, je dois les répartir mais entre évaluation et activité. Et je dois être dans la logique de build. Donc, je ne peux pas avoir trop d'évaluation. Donc, je vais dire 30 minutes d'évaluation. Donc, ce qui équivaut à combien de QCM? À peu près 30 QCM si j'ai des QCM. D'accord? Si j'ai une autre activité d'évaluation, elle ne doit pas dépasser les 30 minutes. Et le reste, je vais le mettre en activité d'apprentissage. D'accord? Les activités QCM, c'est des activités d'apprentissage. Je ne suis pas considérée comme une activité d'évaluation. Donc, pour apprendre, ils peuvent le faire plusieurs fois. D'accord? Pour 3 activités d'apprentissage, des exercices corrigés. L'énoncé de TD, par 2 jours, je mets le corrigé, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est de cette manière que vous allez calculer le temps que vous attribuez par semaine. Et vous voyez, c'est vraiment la charge que vous avez estimée correspondait par rapport aux ressources que vous proposez. Est-ce que c'est clair la méthode de calcul? Oui. C'est une méthode de calcul. Mathématiquement, on peut arriver à calculer le temps. Quand vous annoncez les critères de
que ces activités ne sont pas comptabilisées dans les critères. Par contre, cela sont comptabilisés. Exactement. Très, très importante l'information de Abdelhali. Ça, c'est la formation que vous allez prendre en considération pour après attribuer les attestations. Ils doivent réussir ce quiz avec un taux de 50% pour qu'à la fin, il va y avoir 4 quiz. Dans chaque quiz, ils doivent avoir une note supérieure à 50% pour avoir une attestation. Par contre, ces quiz-là, ils peuvent les refaire autant qu'ils veulent. C'est juste pour apprendre. Ça, c'est pour l'assimilation, ça, c'est pour l'évaluation. Exactement. Donc, je dis, on peut les réajuster après la phase de test de notre MOOC. Oui, bien sûr. Ah oui. Tout processus est un processus Itératif. itératif. Après le test OSC, quand vous avez tourné tout le MOOC, vous refaites, et ce n'est jamais fini. Oui. Donc, le processus Il est est toujours itératif. perfectible. Sauf que je ne peux pas dire mon MOOC c'est un MOOC de 3 heures. Je arrive à la phase, j'ai annoncé dans mon teaser c'est un MOOC de 3 heures. Je viens de la phase de bêta test qui vient après le lancement du teaser, etc. Je roule mon MOOC, c'est un MOOC de 5 heures. Les apprenants vont dire on s'est inscrit sur 3 heures. Dès le départ, votre scénario, déjà, l'estimation c'est à peu près, elle est presque. J'ai 4 heures. J'ai annoncé 4 heures. Mais généralement, j'annonce un MOOC de 3 heures. Je sais qu'à peu près les activités que je vais donner couvrent 2h30. Je majore à 3 heures. Imaginez une demi-heure de plus. J'estime que la lecture de ressources nécessite 20 minutes. Pas nécessairement 20 minutes. Être 30 minutes. J'estime que les forums ils ont besoin de 45 minutes. C'est pas nécessaire. Je peux moi me connecter sur les forums. Vous voyez, donc il y a une marge de manœuvre. Voilà, exactement. Une marge de manœuvre. Les 45 minutes, je ne pas. Mais elle est licenciée. La durée, Ils sont basés à licencier. Chez la création. Si on a un exemple où on s'intéresse à des gens, des chercheurs qui vont créer leur entreprise. Donc ça ne peut pas être quelqu'un qui va venir par curiosité. D'une idée de recherche à une start-up. On n'y va jamais par curiosité. C'est que les doctorants ou bien les étudiants qui sont master, les chercheurs qui sont dans le laboratoire. Et ceux-là qui viennent dans le monde pour cet objectif-là, ils sont prêts à mettre 3 heures. C'est bon. Vous avez un MOOC, on y va par curiosité. Et donc on ne va pas consacrer 5 heures pour découvrir les... Donc ça sera un MOOC qui sera assez léger, on va les terminer. Il ne vient pas avec trop de stress, pas des activités trop contraignantes. Mais ludiques, eux, c'est leur place. Ils sont assez l'estimation. Maximum, c'est 5 heures par semaine. Donc vous avez ce document, il est sur la plateforme. Ils vont gonfler. Également, à remplir à part le cahier de charge. D'accord? Donc ça, c'est également à remplir. Hein? C'est clair? C'est clair?